Les manuels d'histoire et les discours politiques vous racontent que les guerres sont menées pour des idéaux nobles. La liberté, la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité nationale, la défense des opprimés. Ces narratifs sonnent bien dans les cérémonies commémoratives et les discours présidentiels, mais ils masquent une réalité beaucoup plus cynique et beaucoup plus simple. Les pays n'entrent pas en guerre pour des idéaux. Ils entrent en guerre pour l'économie, pour les ressources, pour les marchés, pour la dette, pour le contrôle des routes commerciales, pour maintenir l'hégémonie monétaire. La liberté est le marketing. L'économie est la motivation réelle. Pour comprendre pourquoi les guerres sont fondamentalement économiques, il faut d'abord abandonner l'idée romantique que les décisions de guerre sont prises par des leaders moraux pesant soigneusement les considérations éthiques. Les guerres sont décidées par des calculs de coûts et de bénéfices, par des intérêts économiques puissants, par la nécessité de contrôler des ressources stratégiques ou de protéger des systèmes économiques existants. Chaque grande guerre de l'histoire moderne, quand vous grattez sous la surface de la propagande officielle, révèle des motivations économiques profondes. Prenons la Première Guerre mondiale, souvent présentée comme le résultat d'alliances complexes et de tensions nationalistes en Europe. Mais pourquoi ces tensions existaient-elles? Parce que les grandes puissances européennes étaient en compétition féroce pour les colonies, les marchés et les ressources. L'Empire britannique contrôlait un quart de la planète et voulait maintenir sa domination commerciale. L'Allemagne, industrialisée tardivement mais puissante, voulait sa part du gâteau colonial et cherchait à construire un chemin de fer Berlin-Bagdad pour accéder au pétrole du Moyen-Orient, menaçant directement les intérêts britanniques. La France voulait récupérer l'Alsace-Lorraine, non pas pour des raisons sentimentales, mais parce que cette région contenait des mines de fer cruciales pour l'industrie. La guerre a éclaté officiellement à cause de l'assassinat d'un archiduc, mais les véritables causes étaient la compétition pour les ressources, les marchés et la suprématie économique. La Seconde Guerre mondiale suit le même schéma. L'Allemagne nazie cherchait le Lebensraum, l'espace vital à l'Est. Mais qu'est-ce que cela signifiait réellement? L'accès aux terres agricoles de l'Ukraine pour nourrir la population allemande, l'accès aux ressources minérales de l'Union soviétique, l'accès au pétrole du Caucase. Le Japon a attaqué Pearl Harbor et envahi l'Asie du Sud-Est non pas à cause d'une haine idéologique des États-Unis, mais parce que les Américains avaient imposé un embargo sur le pétrole au Japon. Sans pétrole, la machine de guerre japonaise s'arrêtait. Le choix était simple: se soumettre aux exigences américaines et abandonner les ambitions impériales, ou attaquer pour sécuriser l'accès au pétrole de l'Indonésie néerlandaise. Le Japon a choisi la guerre économique déguisée en guerre idéologique. La guerre froide était présentée comme un conflit entre deux systèmes idéologiques, le capitalisme démocratique contre le communisme autoritaire. Mais regardez où se sont déroulés les conflits chauds de la guerre froide. La Corée, riche en minerais. Le Vietnam, position stratégique contrôlant les routes maritimes vers la Chine et l'Asie. Le Moyen-Orient, évidemment pour le pétrole. L'Amérique latine, pour contrôler les ressources agricoles et minérales et empêcher ces pays de nationaliser leurs industries au détriment des corporations américaines. L'Afghanistan dans les années 80, pour contrôler les routes vers l'Asie centrale et ses ressources. Chaque intervention américaine ou soviétique était justifiée par des discours sur la liberté ou l'anti-impérialisme, mais les vrais enjeux étaient toujours économiques. Regardons les guerres plus récentes avec le même œil critique. La première guerre du Golfe en 1991 était officiellement pour libérer le Koweït de l'invasion irakienne. Mais pourquoi le monde s'est-il mobilisé si rapidement pour un petit pays du Golfe? Parce que le Koweït et l'Arabie saoudite voisine contiennent une partie substantielle des réserves mondiales de pétrole. Si Saddam Hussein avait contrôlé le Koweït et potentiellement menacé l'Arabie saoudite, il aurait contrôlé une part énorme de la production mondiale de pétrole, lui donnant un pouvoir de fixation des prix qui aurait dévasté les économies occidentales. La guerre n'était pas pour la liberté du Koweït, c'était pour maintenir le contrôle occidental sur les flux pétroliers du Golfe Persique. La guerre en Irak de 2003 est encore plus transparente dans ses motivations économiques. Les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées. Les liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda étaient inexistants.
Mais l'Irak possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Avant la guerre, Saddam Hussein avait commencé à vendre du pétrole en euros plutôt qu'en dollars, menaçant directement le système du pétrodollar qui sous-tend l'hégémonie économique américaine. Après l'invasion, les ventes de pétrole irakiens sont revenues au dollar. Les contrats de reconstruction et d'exploitation pétrolière sont allés aux entreprises américaines et britanniques. Ce n'était pas une guerre pour la démocratie. C'était une guerre pour le pétrole et pour maintenir le dollar comme monnaie de réserve mondiale. La Libye, en 2011, suit un schéma similaire. Mouammar Kadhafi était présenté comme un dictateur brutal qu'il fallait renverser pour des raisons humanitaires. Mais Kadhafi préparait le lancement du dinar or, une monnaie panafricaine adossée à l'or qui aurait permis aux pays africains de commercer sans utiliser le dollar ou l'euro. Il avait également nationalisé le pétrole libyen et négociait des contrats avec la Chine et la Russie au détriment des compagnies occidentales. Quelques mois après son renversement et son assassinat, les plans du dinar or étaient abandonnés et les contrats pétroliers revenaient aux Occidentaux. L'intervention était justifiée par la protection des civils, mais les motivations réelles étaient économiques. La guerre en Ukraine, qui a commencé en 2022, est également fondamentalement économique, malgré les narratifs sur la démocratie et l'agression russe. L'Ukraine possède certaines des terres agricoles les plus fertiles au monde et d'importantes réserves de gaz naturel dans l'Est et en mer Noire. Mais surtout, l'expansion de l'OTAN vers l'Ukraine menaçait les intérêts économiques russes. La Russie tire la majorité de ses revenus d'exportation des hydrocarbures vendus à l'Europe. Si l'Ukraine rejoignait l'OTAN et l'Union européenne, elle pourrait développer ses propres ressources gazières et offrir à l'Europe une alternative au gaz russe, détruisant le pouvoir de négociation de Moscou. La guerre est horrible et injustifiable sur le plan humain, mais ses causes profondes sont économiques. Le contrôle des ressources énergétiques et des routes d'approvisionnement. Le conflit au Moyen-Orient, entre Israël et ses voisins, est souvent présenté comme religieux ou territorial. Mais il a également des dimensions économiques cruciales. Le Moyen-Orient contient plus de la moitié des réserves mondiales prouvées de pétrole. Le contrôle de cette région signifie le contrôle de l'économie mondiale moderne qui fonctionne aux hydrocarbures. Les États-Unis soutiennent Israël non pas principalement pour des raisons morales ou religieuses, mais parce qu'Israël est un allié fiable dans une région stratégiquement vitale. Les bases militaires américaines dans la région, les alliances avec l'Arabie saoudite et les autres monarchies du Golfe, tout cela vise à garantir que le pétrole continue de couler vers l'Occident à des prix acceptables et en dollars. Les guerres commerciales sont simplement des guerres économiques menées par d'autres moyens. Les tarifs douaniers, les sanctions économiques, les embargos sont des armes économiques utilisées pour atteindre les mêmes objectifs que les guerres militaires, forcer un adversaire à se soumettre, protéger ses propres industries, contrôler l'accès au marché. Quand les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran, à la Russie, à la Corée du Nord, à Cuba, à la Syrie, c'est une forme de guerre économique visant à détruire leur économie jusqu'à ce qu'ils changent de politique. Ces sanctions tuent souvent plus de civils que les bombardements directs en privant les populations de médicaments, de nourriture, d'équipements essentiels, mais elles sont présentées comme une alternative civilisée à la guerre, alors qu'elles en sont simplement une autre forme. La Chine et les États-Unis ne sont pas encore en guerre militaire directe, mais ils sont clairement en guerre économique. Les tarifs douaniers réciproques, l'interdiction de Huawei dans les réseaux occidentaux, les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine, les investissements chinois dans la Belt and Road Initiative pour créer des routes commerciales contournant le contrôle américain, tout cela sont des batailles dans une guerre économique pour déterminer qui dominera l'économie mondiale du XXIe siècle. Si cette guerre économique devenait une guerre militaire, par exemple autour de Taïwan, ce serait fondamentalement pour des raisons économiques. Taïwan produit plus de 60% des semi-conducteurs avancés mondiaux. Contrôler Taïwan signifie contrôler la technologie moderne. C'est aussi simple que cela. Les ressources sont au cœur de presque tous les conflits. Le pétrole, évidemment, mais aussi les minerais rares, nécessaires pour l'électronique moderne, le lithium et le cobalt pour les batteries, l'eau douce dans les régions arides, les terres agricoles fertiles dans un monde confronté au changement climatique. La République démocratique du Congo, ravagée par des décennies de guerre,
possède la majorité des réserves mondiales de cobalt, essentielles pour les batteries de véhicules électriques et les smartphones. Ce n'est pas une coïncidence que ce pays soit dans un état de conflit permanent. Les partis en guerre se battent officiellement pour des raisons ethniques ou politiques, mais les véritables enjeux sont le contrôle des mines de cobalt et des autres ressources minérales. Le complexe militaro-industriel a un intérêt économique direct dans la perpétuation des guerres. Les fabricants d'armes, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems, Dassault, Thales et des centaines d'autres entreprises gagnent des milliards de dollars en vendant des armes au gouvernement. Ces entreprises emploient des lobbyistes puissants, financent des campagnes politiques et ont une influence énorme sur les décisions de politique étrangère. Une paix mondiale durable serait une catastrophe pour leurs profits. Ils ont besoin de tensions, de conflits, de guerres pour justifier des budgets de défense toujours croissants. Le président Eisenhower, lui-même général avant de devenir président, a mis en garde contre ce complexe militaro-industriel dans son discours d'adieu, mais ces avertissements ont été largement ignorés. Les guerres sont également utilisées pour gérer les crises économiques internes. Quand une économie est en difficulté, quand le chômage est élevé, quand les industries déclinent, une guerre peut être une solution tentante pour les dirigeants. Les dépenses militaires massives créent des emplois dans l'industrie de défense et les secteurs connexes. La mobilisation de guerre unit la population derrière le gouvernement et détourne l'attention des problèmes économiques internes. La Seconde Guerre mondiale a effectivement sorti les États-Unis de la Grande Dépression. Les dépenses militaires massives ont relancé l'économie américaine de manière spectaculaire. Les économistes keynésiens soulignent souvent cet exemple pour montrer comment les dépenses publiques massives peuvent stimuler l'économie, mais ils oublient commodément que ces dépenses étaient pour détruire et tuer à une échelle industrielle. La dette est une autre dimension économique cruciale des guerres. Les guerres coûtent des sommes colossales d'argent. Pour financer ces guerres, les gouvernements empruntent massivement. Qui prête cet argent? Les banques, les investisseurs institutionnels, souvent dans d'autres pays. Ces créanciers ont alors un intérêt économique dans l'issue de la guerre et dans la stabilité future du pays endetté. Après la Première Guerre mondiale, les réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles étaient si écrasantes qu'elles ont directement contribué à l'instabilité économique qui a permis la montée du nazisme. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont appris cette leçon et ont mis en place le plan de Marshall pour reconstruire l'Europe, créant ainsi des marchés stables pour les exportations américaines et des alliés économiques contre le bloc soviétique. La générosité américaine n'était pas altruiste, c'était un investissement économique et géopolitique intelligent. Les monnaies et les systèmes monétaires sont des enjeux de guerre rarement discutés publiquement. Le système de Bretton Woods établi après la Seconde Guerre mondiale a fait du dollar américain la monnaie de réserve mondiale, adossée à l'or. Quand Nixon a abandonné l'étalon or en 1971, le dollar est resté la monnaie de réserve mondiale grâce à un accord avec l'Arabie saoudite. Le pétrole serait vendu uniquement en dollars, forçant tous les pays à détenir des dollars pour acheter de l'énergie. Ce système du pétrodollar donne aux États-Unis un avantage économique énorme. Ils peuvent imprimer des dollars et le monde doit les accepter pour acheter du pétrole. Toute menace à ce système est traitée comme une menace existentielle. Saddam Hussein, Kadhafi et d'autres qui ont tenté de vendre du pétrole dans d'autres devises ont été renversés. Ce n'est pas une coïncidence. La vérité inconfortable est que la paix n'est pas toujours économiquement rentable pour les puissances dominantes. Un monde en paix, où les pays commercent librement et résolvent leurs différends par la diplomatie, semble idéal. Mais pour les industries qui profitent de la guerre, pour les pays qui maintiennent leur hégémonie par la force militaire, pour les systèmes économiques construits sur le contrôle des ressources et des routes commerciales, la paix peut être une menace. C'est pourquoi les guerres continuent, déguisées en interventions humanitaires, en opérations de maintien de la paix, en guerre contre le terrorisme, en protection de la démocratie, alors qu'au fond, ce sont toujours des guerres pour l'économie.